Je suis allé en France sans parler un mot de français, sans rien connaître de la France. Et quelque temps après, toute la France était de notre côté. Le premier contact est informel. Le conseiller économique du Premier ministre français, Georges El Ghozi, est un juif né en Algérie. Pérez contacte El Ghozi et demande un rendez-vous. Nous sommes allés voir El Ghozi. Que puis-je vous dire? Je n'ai jamais vu une telle maison. Il était célibataire et collectionneur d'art. Il avait commencé jeune. Les murs étaient couverts des œuvres des plus grands peintres français. Chagall, Picasso. Il les avait achetés quand c'était encore des inconnus. Il y avait des toiles merveilleuses jusque dans les toilettes. Il nous a dit, avant toute chose, il faut avoir l'approbation de ma mère. Et écoutez bien la suite. Il m'a emmené dans le living room. Là, assise sur ce qui était presque un trône, se trouvait sa mère. Je me suis approché. Elle m'a dit, donnez-moi votre main, ce que j'ai fait. Elle a regardé ma main et dit, Georges, ça va. Il ajouta, ok, venez me voir demain matin à l'hôtel Matignon où siège le Premier ministre. Nous y sommes allés à 10h et j'avais le cœur serré de craindre que tout ça n'ait été que du bluff. Nous sommes montés au deuxième étage, le Premier ministre, le conseiller diplomatique, le conseiller économique Georges El Ghozi. Nous sommes entrés dans le bureau de Georges. Il nous a dit, expliquez-moi l'affaire. Je lui ai raconté, nous voulons acheter des avions, mais il y a un embargo. Alors ils ont répliqué, allons en parler au Premier ministre. Nous sommes donc allés voir le Premier ministre. Georges dit, Monsieur le Premier ministre, laissez-moi m'en charger. Ce qu'il fit. Ensuite, nous sommes retournés dans le bureau d'El Ghozi et avons commencé à téléphoner dans toute la France. À Dassault, aux fabricants, à différents services. Nous avons dirigé toute l'affaire depuis là-bas. C'était comme un conte de fées. Dans les années 56-57, on disait à Paris que les notables militaires, ou les responsables militaires israéliens avaient entré porte ouverte au ministère français de la Défense. On disait que Shimon Peres pouvait pousser la porte du ministre français de la Défense, qu'il était chez lui. Qui avait son propre bureau à quelques centaines de mètres d'ici, au ministère des armées, ça s'appelait à l'époque. Il avait son bureau, il était chez lui. Pérez établit des contacts étroits avec les chefs des services de sécurité français. Son principal contact au ministère de la Défense est le chef de cabinet du ministre, Abel Thomas. Comment je me suis intéressé au problème d'Israël au point d'en faire un objectif de ma vie? Je me suis intéressé au sort d'Israël proprement dit dès que j'ai exercé, c'est-à-dire un an après la libération, puisque lorsque j'ai appris que mon frère, ayant été arrêté pour résistance, étant assyrien, ayant été torturé, étant mort dans un camp dans les fours crématoires, n'étant absolument pas juif. Pérez entretient des liens étroits avec Guy Mollet, ancien résistant et chef du Parti socialiste. À la veille des élections de 1956, Mollet dirige le Front républicain formé par le centre et la gauche. Les sondages lui prédisent une défaite. Et l'incroyable s'est produit. Il est devenu Premier ministre. La nuit où il a été nommé Premier ministre, il m'a appelé à Tel Aviv et m'a dit « Shimon, je suis Premier ministre. Venez dîner. Et je tiendrai toutes les promesses que je vous ai faites. » Un homme comme Guy Mollet se trouvait tout naturellement le camarade de siège, de discours, d'hommes comme Shimon Peres. Et donc il y avait une sympathie humaine, idéologique, qui allait s'associer, s'additionner à une exigence militaire pour combattre, au moins freiner et éventuellement écraser Nasser. C'est une période houleuse dans l'histoire politique française. La crise algérienne s'aggrave. Cruel. Moi, je me souviens être allé avec Soustelle à une invasion du Constantinois par
par des commandos de cet échelon. Mais c'était qualifiant, on voyait une famille complète d'instituteurs qui étaient éventrés, la grand-mère le ventre ouvert, la tête des deux gosses dans le ventre de la grand-mère, à un point tel que Sousten n'osait pas regarder, il avait des vomissements tellement il trouvait ça monstrueux. Pour combattre le mouvement de résistance algérien, la France a besoin de sources de renseignements dans le monde arabe. Israël a besoin d'un fournisseur d'armes. Shimon Peres fait la liaison et Ben Gourion donne des instructions pour renforcer les liens entre les services de renseignement israéliens et français. La principale demande qui m'était faite par Shimon Peres et ses amis quand je les ai rencontrés secrètement la première fois à Paris, c'est si nous ne recevons pas 270 chars, notamment, nous ne pourrons pas résister au principe de Nasser et nous allons être détruits. Si nous ne sommes pas aidés puissamment à pouvoir nous défendre, nous n'existerons plus. Autrement dit, nous allons redevenir des juifs errants. En septembre 1955, l'Égypte signe un contrat d'armement avec la Tchécoslovaquie. Les Égyptiens vont recevoir les armes les plus modernes fabriquées par l'Union soviétique. Israël prend peur, l'équilibre des forces entre l'Égypte et Israël est rompu. Un mois plus tard, en octobre 1955, Nasser ferme le détroit de Tiran à la navigation israélienne, tirant ainsi la première salve de la campagne du Sinaï. 6 mois plus tard, à la mi-juillet 1956, Nasser nationalise le canal de Suez qui appartient à la compagnie du canal de Suez contrôlée par la France et la Grande-Bretagne. Le lendemain, le ministre français de la Défense, Bourgès Monouri, convoque Peres à une réunion urgente à Paris avec l'état-major général français. Il m'a demandé combien de temps mettrait l'armée israélienne pour conquérir le Sinaï. J'ai répondu une quinzaine de jours. Les généraux ont échangé des regards signifiant qu'est-ce qu'il y comprend celui-là. Il a continué. Est-il dans votre intérêt de conquérir le Sinaï? J'ai dit nous avons d'autres soucis. Les mots? Ils ont fermé le détroit de Tiran. Ben Gourion a dit que c'était un casus belli. Et vous devriez savoir que nous avons un plan. Secondo, les combattants palestiniens, les Fedaïm, comme on les appelait alors, nous créent des difficultés. Et tertio, l'Égypte a reçu des armes, et nous craignons pour notre sécurité. Puis il a dit, alors nous avons matière à discuter. Et j'ai répondu, je le crois. La nationalisation du canal de Suez par Nasser donne à la France et à la Grande-Bretagne un prétexte pour attaquer l'Égypte. Malgré l'opposition de la Grande-Bretagne, les Français associent Israël au projet. Les trois partenaires se réunissent pour préparer la campagne. La rencontre a lieu dans une maison privée à Sèvres, près de Paris. À Sèvres, quand tout a été terminé, j'ai dit à Ben Gourion, il y a encore un point qui n'est pas réglé, la question nucléaire. Avant de donner votre accord, laissez-moi m'en charger. Il a accepté. Je suis allé voir Guy Mollet et Pinault, le ministre des Affaires étrangères, et je leur ai dit, mes amis, cela ne fait pas partie des négociations. Nous prenons un risque énorme, mais voici ma requête. Et ils ont accepté. Vous avez demandé le réacteur? Pas seulement. J'ai demandé d'autres choses aussi, l'uranium et tout le reste. Je suis allé voir Ben Gourion et je lui ai dit c'est réglé. Voilà comment ça s'est passé. À partir du moment où c'est créé cet état d'esprit d'alliance à la fois militaire et psychologique avec Israël, la dimension nucléaire n'est qu'une dimension supplémentaire à partir du choix qui a été fait de cette convergence, cette alliance. Les Français ont accepté de fournir du matériel nucléaire à Israël qui participe à la campagne de Suez. Le 29 octobre 1956, 400 parachutistes israéliens sont largués sur le Sinaï occidental.
ב-5 בערב צנח גדוד צנחנים בעורף האויב. זו הייתה הפעולה המוצלחת הראשונה של צה"ל. Des unités de blindés et d'infanterie pénètrent dans le Sinaï sur 3 axes. Moins d'une semaine plus tard, les forces israéliennes stationnent sur les rives du canal. Conformément au plan préétabli, Paris et Londres exigent qu'Israël et l'Égypte se retirent du canal. Israël accepte, l'Égypte refuse. Je me souviens de ces jours où Ben Gourion attendait que les Français et les Britanniques tiennent leurs promesses et attaquent l'armée de l'air égyptienne. Il tardait, et cela le rendait malade. Il avait effectivement de la fièvre. Il était étendu sur son lit, en pleine guerre, et pensait « J'ai fait une énorme faute en acceptant cette collusion ». 3 jours plus tard, les Français et les Britanniques interviennent. Les 5 et 6 novembre, des parachutistes et des fusiliers marins, français et britanniques, occupent les villes de Port Saïd et de Port Fouad. Les États-Unis menacent la Grande-Bretagne de sanctions. À Londres, une manifestation monstre a lieu contre l'invasion. Le 6 novembre, l'Union soviétique lance un ultimatum appelant les nations assaillantes à suspendre immédiatement toute action militaire. Nous avons reçu ce fameux télégramme du maréchal Boulganin qui nous disait n'oubliez pas, messieurs, que la Russie a des armes atomiques, elle aussi, que par conséquent, si vous n'arrêtez pas immédiatement cette opération de débarquement, il pourrait nous arriver de les utiliser contre nous. Ainsi, les États-Unis et l'Union soviétique forcent les Français et les Britanniques à se retirer. Des forces de l'ONU prennent la relève sur le canal de Suez. Oui, l'affaire de Suez est une grave défaite pour la France. Israël a eu le temps de prendre son gage, de marquer sa supériorité militaire, et Israël a obtenu au fond ce qu'il voulait, infliger une humiliation à Nasser et montrer qu'elle avait une très forte structure militaire. Le chef du gouvernement soviétique, Nikolaï Boulganin, adresse un ultimatum séparé à Israël. Il écrit à Ben Gourion qu'Israël joue d'une façon criminellement irresponsable avec le destin de ses citoyens, d'une manière qui constitue une menace à l'existence même d'Israël en tant qu'État. Il le prévient que l'Union soviétique risque de lancer des missiles contre Israël. À l'aube du 8 novembre, Ben Gourion dépêche le ministre des Affaires étrangères, Golda Meir, et le vice-ministre de la Défense, Pérez, à Paris pour connaître la réaction des Français dans l'éventualité d'une intervention soviétique. Shimon Peres rencontre le Premier ministre français Guy Mollet. Guy Mollet a été là, traité. Et alors il a surtout dit, Guy Mollet, à Shimon Peres, a dit je ne veux pas laisser tomber nos amis israéliens alors que pour eux, ils nous ont expliqué que c'était une question de vie ou de mort. Pierre Péan écrit dans son livre que c'est Abel Thomas qui a poussé la France à livrer à Israël les moyens de développer une bombe nucléaire. Abel Thomas ne le nie pas. Mais la plus belle preuve, c'est que, comme moi, étant responsable de la défense, et sachant que Israël risquait de mourir, le ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Monoury, soutient l'idée avec enthousiasme, au même titre que le ministre des Affaires étrangères, Christian Pineau. Mais Guy Mollet hésite. La décision est entre les mains du haut-commissaire français à l'énergie atomique, Francis Perrin. Et Shimon Peres m'a dit, tu connais bien Perrin, tu l'as connu, va lui rendre visite pour lui démontrer que nous, on ne peut pas laisser tomber nos amis israéliens. Alors quand je suis allé voir Perrin, Perrin m'a dit quel est l'intérêt de la France. Ben, je lui ai dit l'intérêt de la France, c'est qu'en échange, nous aurons enfin des brevets que nous n'arrivons pas à connaître. Et c'est parce que c'est ça qu'il a décidé. En tout cas, nous avons reçu, Francis Perrin a donné un coup de fil à Guy Mollet le lendemain de ma visite en lui disant qu'il donnait son approbation pour qu'on fournisse la bombe atomique à Israël. Ça a été cela, si vous voulez. Dans les coulisses, depuis son bureau au ministère français de la Défense, Shimon Peres assemble les pièces du puzzle. L'accord sur la construction de Dimona
voit le jour en grande partie grâce à l'alliance entre l'Union soviétique et le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Contre cette alliance entre les Arabes et les Soviétiques, les Français considèrent qu'il faut doter Israël de la sécurité nucléaire. À tort. Encore une fois, on peut discuter sur ces